un podcast Binge Audio. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. Dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. La lettre à laquelle vous faites allusion, elle est de 2024, avril 2024. Alors que les faits en question, reprochés, ils sont du XXe siècle. Ils sont de 1990. Et donc, j'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information. Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. En niant, malgré les évidences, avoir été mis au courant des dérives, des violences et des agressions sexuelles qui auraient eu cours dans l'institution Notre-Dame de Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, le Premier ministre François Bayrou a réussi à s'empêtrer dans une polémique dont il aurait décemment pu faire l'économie. Mais on ne se refait pas. Les institutions catholiques et ceux qui les défendent ont longtemps eu du mal à admettre l'étendue du problème des violences sexuelles en leur sein. Mais c'est en train de changer, sous la pression notamment des victimes qui refusent de voir le silence perdurer. C'est ce qui s'est passé dans la région lyonnaise il y a quelques années avec l'association La Parole Libérée, formée par d'anciennes victimes d'un prêtre, le père Prénat, des hommes abusés alors qu'ils étaient jeunes enfants. Leur combat pour faire reconnaître ce dont ils avaient été victimes, ça les a notamment amenés à attaquer en justice un haut dignitaire de l'Église, le cardinal Barbarin, à l'époque il était archevêque de Lyon, pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Après une première condamnation, il a été relaxé en appel, mais il a tout de même quitté ses fonctions d'archevêque. L'histoire de l'association, elle a été portée au cinéma par François Ozon dans le film Grâce à Dieu en 2019. Et à l'époque, j'étais allé discuter de son histoire avec un des fondateurs de La Parole Libérée, François Deveau. Je suis allé le voir à Villeurbanne, juste à côté de Lyon, et je vous propose de réécouter cette discussion tout de suite. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Ça va ? Ouais, vous avez trouvé ton problème ? Bah ouais, à l'instant. Un, deux, ouais, c'est pas mal. Comment ça a commencé, La Parole Libérée ? Comment ça a commencé ? Il y a eu une plainte, parce que moi j'ai un peu de mal. Il y a eu une plainte qui a été déposée en 2014 par un garçon qui s'appelait Alexandre Aizé. Et donc, les enquêteurs de police se sont présentés chez mes parents en octobre 2015 et voilà, mes parents ont communiqué un certain nombre de documents qu'ils avaient gardés et moi je m'étais jamais réintéressé de près à cette histoire parce qu'elle avait été gérée à l'époque correctement par mes parents et par le diocèse de Lyon. C'est-à-dire que eux, vous avez plus ou moins protégé de ce qui vous était arrivé, tout en prenant en compte la gravité des faits, en gros, si je résume. Ouais, alors tout ça est très long à raconter, mais en fait, j'ai une particularité, c'est que en 91, j'ai été victime de Prénat, enfin 90, j'ai été victime de Prénat. D'une part, je m'en suis pas rendu compte. D'autre part, je l'ai dit immédiatement, donc je suis pas rentré dans cette complicité qui s'installe entre la victime et son bourreau. Mes parents m'ont cru. Ils m'ont fait confiance, donc j'ai pas eu la destruction psychique que ça représente quand un gamin se retrouve face à ses référents affectifs et dans cette négation de ce qu'ils ont vécu. Et mes parents ont agi et ont fait écarter Prénat. Donc tout le monde a vu Prénat partir, ça a fait d'ailleurs un petit scandale. Donc voilà, moi je n'ai jamais éprouvé le besoin de revenir sur ce vécu-là parce que on vit tous des traumatismes et moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient géré les choses correctement.
Donc, je n'ai vraiment jamais cherché ce qu'était devenu Prénat. Voilà, c'était un non-sujet, mais je m'en suis jamais caché. Et tout le monde a toujours été courant dans mon entourage proche que voilà, j'avais été victime. Et je me suis vraiment construit avec ça. Et puis, jusqu'au jour où cet enquêteur vient chez mes parents. Et donc là, j'ai enfin pris connaissance des courriers. Voilà, ma mère m'avait dit pendant longtemps, régulièrement, tu sais, il faudra que tu regardes un jour ces courriers qu'on avait envoyés. Et voilà, ça ne m'intéressait pas. C'était même pas du déni, c'est que ça m'intéressait pas. Voilà, aller relire un courrier qui avait été fait il y a 20 ans, pour lui dire quoi, que c'était mal tourné, que je voyais pas l'intérêt du truc, quoi. Et donc j'ai enfin pris connaissance de ces courriers, et donc j'ai vu ce que mes parents avaient demandé au diocèse, et j'ai vu que le diocèse avait pris un engagement, donc parfaitement conscient de la situation, et donc j'ai constaté que cet engagement n'avait pas été tenu, mais pas des années après, 6 mois après. En fait, ils ont trahi la promesse donnée à mes parents. 6 mois après, ils ont remis ce prédateur au contact d'enfants. Je trouve que moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis père de famille. Et donc, quand je constate ça, ça m'est insupportable. En fait, il y a 2 façons de gérer les choses. C'est soit on est témoin de ça et on trouve que c'est dingue et on continue sa vie, soit on se dit qu'on porte une responsabilité par rapport à ça, et donc ça s'impose un petit peu à nous. Donc voilà comment tout ça a démarré. Et donc avant même que la parole libérée ait été créée, voilà, moi j'ai tout de suite eu la conviction de la nécessité de médiatiser un tel sujet, que au-delà de la condamnation, il y avait un vrai problème de conscience et de... Voilà, je trouvais ça inacceptable et injustifiable. Et donc... j'ai rencontré, tout ça est allé très très vite, hein. On parle de quelques, ça a évolué d'heure en heure, et donc j'ai rencontré l'enquêteur de justice. J'avais déjà décidé de médiatiser, et donc l'enquêteur de justice m'a demandé si je déposais plainte à la fin de mon PV d'audition contre Prénat. Je lui ai dit oui, je pose plainte contre Prénat, mais je dépose plainte aussi contre le diocèse ou le cardinal, enfin ce que vous voulez, mais voilà, pour moi la vraie responsabilité elle est là. Et donc il m'a laissé entendre que si ce que je voulais c'était faire tomber l'archevêque, ça allait être très compliqué. Il me l'a pas dit clairement, mais c'était voilà, c'est pas son rôle de me dire ça, mais il me l'a fait comprendre, quoi. Et donc, ce à quoi je lui ai répondu, soit, voilà, vous vous occupez de Prénat, et puis moi je vais m'occuper du reste. Donc il a vite compris où je voulais en venir, et il m'a dit, si c'est de médiatisation dont vous parlez, vous allez me flinguer mon enquête. Et ce à quoi je lui ai dit, écoutez, c'est votre problème. Vous êtes là pour faire appliquer des lois, et ça ne présage pas la nécessité d'information qui s'impose sur un tel sujet, parce que on est face à une inconscience, voilà, qui moi me semble grave. Donc voilà, il n'était pas très content. Sur le moment, il m'a pas trop aimé, l'enquêteur. Depuis, on est pas proche, mais on est en grand respect mutuel. Depuis, il a été contacté par un certain nombre de parquets de France. Il a vu tout ce qui a bougé depuis notre action. Il m'a dit il n'y a pas si longtemps que le volume d'activité de son service avait été multiplié par 2 depuis la parole libérée. Donc, c'est le cas partout. Donc voilà, il a mieux compris en fait quelle était mon intention, et donc voilà, j'ai effectivement, avant qu'on crée la parole libérée, commencé à médiatiser l'affaire. J'étais moi tout seul, j'étais pas en contact avec ces personnes qui avaient déposé plainte avant moi, et donc voilà, il y a eu un premier article qui est sorti avec le nom de Prénat, et puis il y avait possibilité de mettre des commentaires. Alors moi j'ai mis un commentaire
au pied de l'article, et j'avais créé une adresse mail improbable pour que ces choses-là n'existent pas, je sais pas quoi. En plus, il y avait une faute d'orthographe dans l'adresse mail. Enfin bon. Donc, mais n'empêche qu'il y en a un qui a réussi à prendre contact avec moi et qui s'appelait Bertrand Virieux, et avec qui j'ai eu une relation d'amitié très forte immédiatement. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu un fit incroyable, et donc très rapidement il m'a dit écoute, moi je te suis, on y va. Donc on a retrouvé des victimes, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de victimes. Comment vous les avez retrouvés ? Via les réseaux sociaux, via Facebook. Moi j'en ai appelé, je sais pas tellement ce qu'ont fait les autres, je sais que moi j'en ai appelé des dizaines et des dizaines. J'ai appelé des gens qu'on retrouvait via les copains d'avant, et puis via aussi on avait récupéré des carnets il y avait 2 fois par an, à l'issue de chaque scout, il y avait des carnets qui étaient rédigés. Dedans il y avait tous les noms. Donc moi j'ai pris les noms, puis cherché dans les pages jaunes, et puis j'ai appelé la fleur au fusil comme ça, et je suis tombé sur des gens qui se sont effondrés en larmes, qui sont j'ai le souvenir notamment d'une personne, j'avais eu son épouse. Je l'avais eu lui au téléphone, et puis la conversation s'était coupée, quoi. Il répondait plus, et puis j'avais rappelé, et puis j'étais tombé sur sa femme, et qui m'avait dit je sais pas ce que vous avez dit à mon mari, mais depuis que vous l'avez eu au téléphone, il ne parle plus. Et cette personne ne m'a jamais rappelé. Mais voilà, j'ai eu un certain nombre de personnes qui d'ailleurs étaient dans la procédure de Barbarin. Je pense à Laurent, je pense à Christian, qui se sont vraiment effondrés, quoi. C'est-à-dire que moi, je porte ça depuis toujours, donc je suis assez à l'aise avec ça. Et ces gens-là étaient dans un silence parfait, enfin pas tous, mais une partie. Et donc ce chemin que moi j'ai fait sur des décennies, eux l'ont fait, mais en une fraction de seconde, quoi. Donc on a dû révéler parents, enfants, femmes. Un silence comme ça tue pendant des décennies. Donc ça a été très violent pour eux. Et donc on s'est retrouvés, et puis une énergie humaine incroyable s'est créée. On se connaissait pas, chacun avec nos personnalités, et donc c'est très rapidement posé la question de ce qu'il fallait faire. Et voilà, donc si on est tous arrivés d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, et donc s'il fallait faire quelque chose, moi j'avais la conviction de la nécessité de faire une structure juridique, donc une associative, de faire un site internet, parce que je savais qu'on allait être, on savait tous, c'est pas moi, on savait tous qu'on allait être attaqué, et que nos propos allaient être détournés, et qu'il fallait médiatiser, donc une conférence de presse. Donc, vous voyez, le truc apparaît dans ma vie le 13 ou 15 octobre 2015. Les statuts de l'association sont déposés le 17 décembre 2015. Donc, entre-temps, j'avais rencontré Bertrand. Entre-temps, on avait retrouvé des victimes. Entre-temps, on avait décidé d'agir. Donc, tout ça est allé très, très, très vite. Très, très vite. C'était des centaines de mails par jour pendant... ça a duré 2-3 ans. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, ça nous a pété la gueule, en fait, pour dire les choses comme elles sont. On s'est rendu compte qu'on avait ouvert une boîte de Pandore, et qu'on allait de mensonge en mensonge, et d'irresponsabilité en irresponsabilité, et qu'il y avait... Prénat était loin d'être un cas isolé en France, mais surtout dans le diocèse de Lyon, quoi. Qu'il y a eu d'autres cas, il y a je pense au cas Gérant Tête Saluno, il y a eu d'autres prêtres comme ça qui ont commis des choses ignobles. On continue toujours à recevoir des témoignages. Donc tout ça est parti comme ça, toujours avec cette stratégie qui était la nôtre, qui était de médiatiser,
Et en fait, l'idée, c'était d'aller chercher un autre agent de confiance que la justice. Parce que la justice, c'est compliqué, il y a des prescriptions, et que finalement, on se retrouve face à ce coup près, et c'est juste insupportable. Et que s'il n'y a pas justice pénale, civile, et on fait justice morale, quoi. Et donc, l'action a été celle-ci. Et donc, on a construit un réseau de journalistes qui étaient très passionné par notre démarche, qui donne vraiment aux journalistes la dimension noble de leur métier, d'enquêteurs et donc on les mettait en lien, ces journalistes, avec des victimes qui acceptaient de le faire, de raconter leur histoire, et tout ça dans un but de conscientiser, et puis voilà, au fur et à mesure, ça a attiré des gens qui ont écrit des livres, des gens qui ont tourné des documentaires, un film. Donc tout ça est parti comme ça. Là-dessus vient la question de faits anciens, touchant un prêtre. Et la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites ? Il y a 2, voire 3 grandes étapes dans tout ce processus qu'on a brièvement évoqué. Je pense notamment à la conférence de presse de Monseigneur Barbarin, le moment où lui est, on va dire, coincé, obligé d'en parler, et qu'il a cette phrase tout à fait malheureuse, de dire « grâce à Dieu, les faits sont prescrits ». Oui, cette phrase est symbolique, en fait, Moi, je m'arrête pas trop à ça, très sincèrement, parce que c'est un défaut de langage. En tout cas, je lui concède. Mais effectivement, c'est un symbole très fort de toute la démarche, ouais. Et puis voilà, donc on a couru après l'Église avec l'évolution de notre crédibilité, de notre légitimité. On a couru après les responsables de l'Église pour les interroger, et qu'il y a un vrai débat de fond qui se crée. Et on n'a jamais réussi, en fait. On n'a jamais réussi à trouver d'interlocuteur fiable dans cette Église, et jusqu'au pape, à qui on a écrit une dizaine de courriers, qui n'a jamais répondu. Il en a touché au moins 3 de sa main, qui lui ont été remis en main propre. Et donc tout l'exercice a été de démontrer, en fait, la malveillance à laquelle on s'est confronté. Et voilà, puisque le dialogue purement moral ne pouvait pas s'établir, il a fallu aller chercher la justice. Et ce qui a été très intéressant, parce qu'on a pu faire avancer le droit français sur la non-dénonciation. Mais ce recours en justice n'est là que pour servir le débat moral, en fait. Et voilà, en soi, on n'a pas besoin que la justice se positionne pour considérer quelqu'un qui reconnaît avoir couvert un pédophile sciemment et l'avoir replacé au contact d'un enfant. On n'a pas besoin d'une décision de justice pour savoir si cet homme-là peut continuer à occuper un poste d'archevêque et d'être directeur de conscience, de diriger des âmes. Quand le président du FMI agresse sexuellement une femme de ménage, on n'a pas besoin d'attendre le procès pour savoir que cet homme-là ne va plus pouvoir continuer à occuper son poste. C'est pareil pour le ministre du budget, c'est pareil pour la CGT, à chaque fois c'est toujours pareil. Donc et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la réaction du pape par rapport à tout ça. Voilà, c'est le pape dans le monde catholique, c'est quand même le successeur de Saint Pierre. C'est le représentant du Christ sur terre. Donc, quand on dit ça, on comprend déjà l'absence de rationalisation qu'il y a, le défaut d'assertivité du croyant catholique face au premier représentant de cette institution, qui est déjà un homme qui est dans cette entre-deux eaux, un demi-Christ, quoi.
Et on voit bien le talent avec lequel cet homme-là se repositionne sous la justice des hommes, quoi, qui dit répondre à une justice divine qui intervient dans tous les pays du monde, sur lesquels les législations sont très différentes les unes des autres, qui se dit être garant de la morale, et voilà, en bon jésuite qu'il est, se repositionne sous la justice locale pour poser une décision morale sur le fait si cet homme-là peut continuer à être à la tête de son diocèse. Le cardinal Barbarin, en tant qu'homme d'église, a présenté sa démission. Mais moralement, je ne peux pas l'accepter, car selon la loi et la jurisprudence internationale classique, il faut respecter la présomption d'innocence tant que l'affaire est en cours. Il a déposé un recours et le cas est ouvert. Donc voilà, on est dans ce schéma-là et on a face à nous un pape qui, voilà, je crois que maintenant c'est démontré, a fait preuve d'absence d'intention et je dirais même de malveillance pour ne pas traiter le sujet comme l'urgence l'impose, quoi, hein. Il y a tous les pays du monde dans lesquels l'Église est implantée sont face à ce fléau et dans des proportions qui sont abyssales et pour des faits qui sont abjects, quoi, hein. On peut difficilement qualifier autrement. Enfin, je veux dire, on parle de viol de gamins dans des proportions qui sont abyssales, quoi. Les responsables de cette institution, les hauts responsables, jusqu'au pape, n'ont pas pris les décisions qui portaient sur les épaules et qui ont, de ce fait-là, jeté un amalgame sur l'ensemble des clercs et de l'institution. Parce que à chaque fois qu'une institution perd la confiance de ses membres et de ses fidèles, eh ben elle prend les décisions qui s'imposent pour recouvrir la confiance. Ça marche comme ça, l'humain fonctionne comme ça, et l'Église ne veut pas fonctionner comme ça. Donc, eh ben, elle est face à son destin. Et on voit que ça revient un peu de la base. On voit que voilà, il y a une révolution qui est en train de se faire quand même au sein des fidèles de l'Église et de certains prêtres qui commencent à se positionner, voilà, et défier l'autorité. Alors, est-ce que ce sera suffisant ? Je sais pas. J'avoue que moi je n'y crois plus. Mais bon, si certains ont envie d'y croire, et j'ai pas pour autant raison, hein. Mais voilà. C'est ça la parole libérée. Le cardinal Barbarin face au juge, ce sera forcément l'image marquante de ce début 2019. L'épilogue d'un séisme provoqué au sein de l'Église par l'affaire Prénat. Il y a tout de même une dimension qui était essentielle dans ce procès. J'imagine que ça participe aussi de cette stratégie de médiatisation que vous évoquiez au début, mais il y avait aussi l'idée de mettre en face à face les victimes et l'institution, justement, et que l'institution n'ait pas le choix que d'écouter ce que les victimes avaient vécu. Oui. À la base, il n'y aurait pas dû y avoir toutes ces démarches en justice. Moi, j'ai beaucoup contribué pour qu'on arrive en justice. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai pas eu les réponses que j'attendais, quoi, de morale. Mais ce recours juridique, il répond au débat moral, qui ne se pose plus au niveau de Barbarin, mais qui se pose au niveau de l'ensemble de l'Église, y compris les fidèles, de manière à ce qu'on conscientise les choses et qu'on sache bien de quoi on parle, quoi. Qu'il y a un délit, donc ça a été jugé par le tribunal correctionnel de Lyon. Le délit est caractérisé dans sa matérialité et dans son intentionnalité. Alors, il peut faire appel, donc la présomption d'innocence est toujours là.
Comme je le disais en introduction, depuis le tournage de cet épisode en 2019, le cardinal Barbarin a fait appel. Il a été relaxé en janvier 2020. Les juges ont estimé qu'en l'occurrence, dénoncer des violences sexuelles sur un mineur n'est pas obligatoire si la victime est devenue majeure au moment de la révélation des faits, car elle est en mesure de porter plainte elle-même, ce qui, selon la cour d'appel, était le cas des victimes du père Prénat. L'association La Parole Libérée s'est pourvue en cassation, mais ça n'a rien donné. Le cardinal Barbarin a malgré tout démissionné de sa position d'archevêque, démission acceptée par le pape François. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. J'imagine que vous n'auriez pas pensé au lancement de La Parole Libérée que 3 ans et demi, 4 ans plus tard, tout ça allait finir en film, tout ça allait finir au cinéma. Non, bien sûr, on l'a pas du tout anticipé, et puis je crois que on ne le réalise pas forcément. On a du mal à réaliser ce que ça représente, et puis c'est très bien comme ça en fait. On s'habitue pas à ces choses-là, et je crois que c'est pas souhaitable que de s'y habituer. Mais le fait est que c'est une force de frappe incroyable sur la notoriété et la légitimité de notre... En plus, il a fait un bon film, cet Indien, là. Donc, il a été vu par 1 million de téléspectateurs. Et c'est sûr qu'il a considérablement participé à la réflexion. Nous, dans notre combat, on n'a jamais voulu jouer sur la sensibilité. On n'a jamais voulu jouer sur nos personnes. On n'a jamais parlé de nos propres souffrances, mais toujours de l'intérêt, de l'avenir, et voilà, ça a toujours été notre axe. Et on n'a jamais voulu faire pleurer, et on n'a jamais voulu répondre à nos souffrances. Et ça n'est en rien une catharsis, et voilà, il y a juste que de la conscience et de la responsabilité individuelle, et du devoir, et du devoir citoyen et républicain et humain, et en fait ce film-là, il a fait tout ce qu'on voulait pas faire, donc remettre le focus sur nos personnes, et puis apporter une certaine sensibilité, et parler aussi de nos histoires, et de montrer que dans nos vies à nous, ça avait eu aussi des conséquences, et d'ailleurs la sortie de ce film a été en soi un traumatisme pour nous, hein. Enfin, c'était quelque chose d'assez particulier à vivre, parce que dedans il y a notre histoire, et puis on a embarqué tout le monde en fait dans cette histoire. Et avant le film, on avait déjà embarqué tout le monde, on a mis beaucoup de nos équilibres en péril. Enfin, je veux dire, ça a été lourd pour nos enfants, pour nos parents, voilà, cette médiatisation pour nos femmes surtout. Et voilà, jusqu'où il faut aller dans cet engagement, et quelles conséquences ça peut avoir sur nous, et donc sur nos proches, quoi. Et ce film a atteint un peu cet apogée-là, donc il faut garder la tête froide avec tout ça, et voilà, c'est une mise à nu qui est pas très agréable, et pour autant qui est très utile. Donc voilà, si on aura pu faire ça dans nos existences, on n'aura pas trop perdu notre temps, quoi. Merci à François Deveau pour cette discussion. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à écouter le dernier épisode en date du podcast Les couilles sur la table, où Tal Madesta s'intéresse au MeToo garçon. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et Charlotte Bex et réalisé par Vincent Hiver et Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.